mes liens d'intérêt. Alors, si on prend un peu tout ce qu'on a dit, ce que la littérature a montré, et qu'on essaye d'améliorer le sommeil de nos patients, la première étape, c'est de se dire qu'est-ce qui l'altère en réanimation. Alors, dans une de ces diapos précédentes, Laurent Brochard nous a montré toute une liste qu'on revoit présenter ici pour partie, et on voit qu'il y a plein de facteurs qui contribuent au mauvais sommeil des patients. Et sur certains, on va pouvoir jouer et d'autres non. Alors, c'est sûr que le fait d'avoir une réponse inflammatoire importante, la sévérité même de l'atteinte qui amène le patient en réanimation est responsable d'une dégradation du sommeil. En gros, plus les scores de gravité du patient sont élevés, moins bon sera son sommeil. Le nombre de dysfonctions d'organes est relativement lié aux altérations du sommeil. Mais ça, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle et on ne va pas tellement pouvoir jouer là-dessus. Vous allez donner les meilleurs soins possibles à vos patients, mais vous ne prendrez pas d'action spécifique qui permettra d'améliorer le sommeil de vos patients en jouant là-dessus. La douleur, là, c'est un peu différent. En traitant correctement la douleur des patients, vous allez améliorer la qualité de leur sommeil. Il y a un bon lien entre contrôle de la douleur et sommeil. Les sédatifs, justement, on vient d'en parler, et là, on peut peut-être faire quelque chose. Alors, sédation versus sommeil, tous les opposent. Finalement, des points communs, il y en a quoi? C'est quoi? Pas bouger avec les yeux fermés. Mais le sommeil, c'est spontané, la sédation ne l'est pas. Le sommeil, c'est circadien, la sédation ne l'est pas. Le sommeil est totalement réversible, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, par les stimulus externes. Et c'est une fonction biologique essentielle. La sédation n'est pas une fonction biologique essentielle. Et je crois qu'il y a un mot qu'il faut qu'on bannisse de notre langage. Un malade sédaté ne dort pas. Quand on fait la visite, ah, il dort le malade. Non, il ne dort pas, il est sédaté. Il fait tout sauf dormir. Et tous les sédatifs, sans exception, vont déstructurer l'architecture du sommeil de nos patients. Tous. Alors, pour ce qui est des antalgiques, la morphine a un impact, mais peut-être un peu moins. Les benzodiazépines ont un effet catastrophique. Alors, effectivement, elles vont maintenir la continuité du sommeil, mais vont le déstructurer totalement. Le propofol, c'est pas terrible, je vais vous montrer. Et puis la dexmédetomidine, il y a peut-être quelques pistes intéressantes. Alors le propofol, tout le monde aime bien. On se dit c'est pas mal le propofol. Finalement, ça a une courte durée d'action. Les patients, comme ça, ils ouvrent les yeux vite, c'est bien. Et en fait, quand vous regardez, vous n'avez strictement aucune différence entre une sédation reposant sur du propofol ou une sédation reposant sur d'autres agents sédatifs. Voire même, vous avez un sommeil paradoxal qui est pire avec le propofol. Quand on étudie en anesthésie le sommeil de patients qui ont reçu une injection de propofol pour une endoscopie programmée, une endoscopie digestive programmée, dans les jours qui suivent, il y a des altérations du sommeil. Donc, le propofol n'est pas la solution. La dexmédetomidine, peut-être un peu plus. Nous avons ici un joli travail de comparaison de la dexmédetomidine chez des patients qui font une première nuit sans sédation avec de la dexmédetomidine, puis une deuxième nuit avec de la dexmédetomidine. Et ce que les auteurs montrent, c'est que l'efficacité du sommeil, le fait d'être maintenu en sommeil, est meilleure avec la dexmédetomidine que sans dexmédetomidine, et que la fragmentation du sommeil est meilleure aussi, réduite avec la dexmédetomidine. Et les petits signaux qui nous montrent, c'est qu'avec la dexmédetomidine, barre blanche, on a moins de stade de sommeil 1, qui est le sommeil très très léger, et plus de stade 2, qui est le sommeil un tout petit peu moins léger. Mais on n'est pas dans des améliorations faramineuses. On n'est pas dans une augmentation très importante du sommeil paradoxal, ni du sommeil lent profond. Mais on a là une piste intéressante. Et en tout cas, on n'a pas encore, dans ces études sur la sédation, de démonstration d'un bénéfice d'une sédation donnée sur les effets délétères liés à la privation de sommeil.
La mélatonine, très très peu de données, mais il va y en avoir. Là, il y a plusieurs études qui couvrent sur le sujet. Il y a eu une étude qui a comparé de la mélatonine ou du placebo du 3e jour de réanimation à la sortie, et ça a juste montré que ça diminuait la consommation d'hydroxyzine, d'Atarax, et que ça diminuait les coûts liés à la consommation d'un certain nombre de psychotropes. Donc pas de données très fortes de ce côté-là. Quand vous donnez de la mélatonine à des sujets sains ici qui ont été exposés à un environnement de réanimation, il y a pas mal d'équipes qui font ça. En fait, ils prennent des sujets sains, ils les mettent dans une chambre, et puis il y a des haut-parleurs qui leur font passer des bruits de réanimation toute la nuit. Et donc on les habitue pendant 1 ou 2 nuits à subir ça. Et puis après, on fait des interventions, masque anti-lumière, bouchon d'oreille, ou éventuellement mélatonine. Et ce qu'on nous montre, c'est que la mélatonine, comparée à un placebo, va améliorer un petit peu et l'architecture du sommeil, et la rapidité d'endormissement, et la qualité d'un certain nombre de marqueurs du sommeil, notamment il y a moins d'éveil. Donc il y a peut-être des pistes de ce côté-là, mais là encore, tout cela nécessite la transformation de l'essai. Alors ensuite, il y a les procédures diagnostiques quand même. Si on demande à des patients, parmi tout ce qu'on vous a fait subir pendant votre séjour en réanimation, qu'est-ce qui a le plus affecté votre sommeil? Ils disent les 2 trucs qui ont le plus affecté mon sommeil, c'est qu'on vienne me mesurer tout ce qui est, toutes mes variables physiologiques, là, tout ce qui est fréquence cardiaque, pression artérielle, là, comme ça, là, qu'on vienne m'embêter tout le temps. Et puis aussi qu'on vienne me faire une ponction veineuse à 3 heures du matin, là, ils disent c'est vache. Vous pouvez peut-être attendre 8 heures, 7 heures, enfin, que le soleil se soit levé, quoi. Mais là, il dit ça, c'est vraiment affreux, quoi. Donc, on a une piste d'amélioration. Oui, on peut déplacer les ponctions veineuses et on n'est pas forcé de les faire quand c'est pas strictement nécessaire pendant la durée de sommeil du patient. Et puis, il y a toutes les stratégies autour de la lumière, autour du bruit. Ben oui, on fait du bruit en réanimation, hein, pas mal même. On allume la lumière parce que simplement la réanimation, c'est pas comme beaucoup de services. Il y a des activités continues de soins. Oui, on accueille des SAMU à 3 heures du matin et on ne va pas les accueillir dans le noir. Donc, il va y avoir de la lumière dans le couloir, il va y avoir du bruit quand un patient arrive, et malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Et ce bruit, effectivement, il va déclencher un éveil du patient. Hein. Ici, on a un petit pic de bruit, et puis ici, on a un petit éveil du patient. Alors, c'est quoi les bruits qui embêtent le plus les patients? Eh bien, les bruits qu'ils n'aiment pas du tout. Quand on leur dit « mais qu'est-ce qui vous a le plus gêné ?» ils disent quand même c'est les bruits de voix. Et puis, c'est les alarmes. Alors, ça, c'est des trucs qu'on pourrait résoudre, mais en même temps, on ne va pas arrêter de se parler. On peut arrêter de crier, mais pas de se parler. Et puis, les alarmes, c'est compliqué. Ça demanderait de les déporter, de beaucoup réfléchir à ça. Mais en tout cas, c'est des pistes d'amélioration encore. Hein, mais ils disent le téléphone, la télévision, tout ça, on peut supporter. Alors, puisqu'on ne peut pas améliorer les bruits de l'environnement, on peut les réduire, hein, on peut faire des efforts. Il nous reste à éventuellement protéger le patient. Donc on lui met un masque anti-lumière et des bouchons d'oreille. Alors ça marche pas mal en SSPI. Donc si vous prenez des patients qui vont être opérés, donc la nuit avant l'intervention, vous leur faites remplir un questionnaire de qualité de sommeil. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui ont bien dormi, beaucoup qui n'ont pas super bien dormi, mais normal, hein, vous allez vous faire opérer le lendemain, en général, si vous dormez bien, chapeau. Et puis, quelques-uns qui ont très mal dormi. Bon. Et puis, ils sont opérés, puis on va leur mettre donc un masque anti-lumière et des bouchons d'oreille juste après. Et ce que vous voyez, c'est que quand même, ceux à qui on met les protections individuelles, hein, les masques anti-lumière, les bouchons d'oreille, ils dorment plutôt moins mal que ceux à qui on n'en a pas mis. Donc, mais c'est des scores. Donc, en post-opératoire, si vous mettez des protections comme ça aux patients qui sont dans un environnement bruyant, salle de réveil, tout ça, ils vont passer une nuit qui va être moins mauvaise. Maintenant, si vous prenez des sujets sains et que vous les exposez au bruit de la réanimation et que vous comparez
les patients exposés au bruit et ceux à qui vous allez mettre des masques anti-lumière et toutes les protections individuelles, vous voyez que vous améliorez un peu la qualité de leur sommeil. Ils font plus de sommeil paradoxal, ils s'endorment un peu plus vite et ils font moins d'éveil. Alors maintenant, chez des patients de réanimation, donc c'est un peu plus compliqué. Donc avec l'équipe d'Isabelle Arnulf, on a monté un projet comme ça dans le service et on a randomisé des patients pour soit ne pas avoir de protection individuelle, soit avoir une protection individuelle contre le bruit et la lumière avec donc un masque anti-lumière, des bouchons d'oreille. La première chose, c'est que il y a sur 30 patients qui ont réellement finalement eu la stratégie, il y en a 10 qui en ont eu marre. Ils ont dit non, en fait moi j'en veux pas finalement, le masque c'est pas agréable, les bouchons d'oreille j'ai chaud aux oreilles. Quand ces patients étaient intubés, en fait beaucoup ils n'avaient pas envie de participer déjà parce qu'ils disaient attendez-moi, ma seule communication avec le monde extérieur c'est les yeux, donc non là vous n'allez pas m'enlever ça. Donc déjà ils ne voulaient pas participer, puis sur ceux qui ont participé, il y en a un tiers qui renonce à l'intervention en cours de route. Donc c'est pas si évident que ça. Et quand vous comparez le bénéfice de l'intervention, c'est assez décevant. Vous avez une réduction, vous n'avez pas la réduction, l'amélioration escomptée du sommeil profond. Vous n'avez pas une amélioration si importante que ça, en tout cas pas escomptée, du sommeil paradoxal. La seule chose, c'est que dans le groupe de patients qui ont les protections individuelles, eh bien, vous avez moins d'éveil. Effectivement, ils se sont moins éveillés de façon prolongée, donc on a gagné ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas une amélioration phénoménale. Après, si on restreint l'analyse à ceux qui ont bien suivi la procédure, c'est-à-dire que si vous comparez les patients qui ont conservé les masques toute la nuit et les bouchons d'oreille toute la nuit, ok, là vraiment, on commence à avoir des bons signaux, mais est-ce que c'est ça qu'on cherche? Non, ce qu'on chercherait, c'est une amélioration globale de tous les patients. Alors, peut-être le futur, c'est de ne pas réfléchir sur une intervention. Et c'est ce qu'a fait une équipe. Ils se sont dit, on va arrêter de dire, je règle mieux mon ventilateur et je regarde ce que ça fait. Je mets un masque anti-lumière, des bouchons d'oreille et je regarde ce que ça fait. Ils se sont dit, on va avoir une stratégie globale dans le service. Mais vu que c'est vachement compliqué, on va faire ça en 3 étapes. Étape 1, la campagne, c'est on va faire tout pour diminuer les interruptions de sommeil des patients. Donc, culture de service, travail au sein du service, travail d'équipe, plus de calme la nuit, on fait attention, on ferme les portes. Les lumières, on fait attention à baisser le niveau lumineux la nuit, on y pense. Activité de soins, on décale les ponctions veineuses. C'est une pratique collective, c'est un travail d'équipe. Et à l'inverse, il y a une question autour de ça tout à l'heure, on va promouvoir l'activité diurne. Lumière le jour, on ne rentre pas dans la chambre du patient à 11 h du matin, puis tous les stores sont baissés. Non, non, on ouvre les volets le matin, comme chez soi. On fait du bruit le jour, on ne se prive pas. On empêche le patient de faire la sieste. Je trouve que c'est cruel, ça, quand même. Alors après, il y a des trucs, je trouve que c'est marrant. C'est un peu, ma grand-mère vous a fait un protocole. Pas de café la journée. Est-ce que ça empêche de faire la sieste? Étape 2, masque anti-lumière. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont trouvé que c'était assez satisfaisant. Étape 2, masque anti-lumière et bouchon d'oreille systématique proposé aux patients le soir pour la nuit. Et puis, musique douce pour l'endormissement. Étape 3, j'ai trouvé plus complexe et plus difficile à interpréter, éventuellement un peu d'hypnotique ou d'allopéridol. Plus compliqué à interpréter. Et puis, il regarde l'impact sur 2 choses, le sommeil et le délirium. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est ils font des questionnaires de sommeil aux patients. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les patients ne disent pas que ça leur a clairement amélioré leur sommeil. C'est un peu frustrant, c'est-à-dire qu'on a fait plein de choses, puis ils disent pas c'est mieux mon sommeil. Mais par contre, il y a moins de délirium. Et on pense que quand même, il y a une très forte association entre mauvais sommeil et délirium. Et donc finalement, ils ont sauté une étape. C'est assez marrant, ils ont sauté l'étape sommeil, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour améliorer le sommeil. Les patients, ils n'ont pas été plus contents, mais ils ont eu une vraie baisse
de quelque chose, d'un symptôme qui est une conséquence probable et très délétère du mauvais sommeil. Et donc, en conclusion, améliorer le sommeil de nos patients, c'est d'abord améliorer l'environnement, le bruit, la lumière, proposer une protection individuelle, pourquoi pas, mais c'est une proposition, bien favoriser les alternances jour-nuit, les soins, les ponctions, pensez à ça, mieux utiliser les sédatifs, il y a des pistes d'amélioration, je dis c'est des pistes, il n'y a pas encore des données très fortes cliniques, et bien sûr, contrôler la douleur et mieux régler le ventilateur. Je vous remercie de votre attention.